Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio. On le connaît comme animateur, on le connaît comme auteur, on le connaît comme polémiste. Ces temps-ci, il est surtout candidat à la chefferie du Parti conservateur du Québec. Il s'agit bien sûr d'Éric Duhaime. Éric, bonjour. Bonjour Sophie. Éric, on se connaît dans la vie de tous les jours, c'est pour ça que je vais te tutoyer malgré le fait que tu sois un politicien en devenir. Habituellement, la règle, c'est qu'on vous voit toujours les politiciens, mais dans ce cas-ci, ce serait un petit peu hypocrite de faire semblant qu'on se connaît pas. Éric, tu as décidé de lancer une lettre que tu adresses au gouvernement Legault et tu leur dis, ben écoutez, vous nous demandez, nous, les entrepreneurs ou les Québécois, de faire d'énormes sacrifices financiers. Faites-en donc, vous aussi, coupez donc votre salaire. C'est quoi ton raisonnement qui t'amène à cette lettre-là? Ben, le raisonnement, c'est que présentement, évidemment, il y a des gens là qui sont en train de tout perdre. Et je sais qu'il y a du monde qui nous écoute, voyons non, c'est pas si pire que ça. Non, c'est si pire que ça pour plusieurs Québécois. Il y a des gens qui voient l'épargne de toute une vie s'écrouler. Il y a des gens qui ferment leur commerce. Il y a des gens qui perdent leur travail, qui sont des employés souvent dans des secteurs qui sont les moins bien rémunérés, beaucoup d'immigrants, beaucoup de femmes qui sont surreprésentées, qu'on pense à la restauration notamment ou le commerce de détail. Et le gouvernement prend des décisions et ces gens-là perdent leur travail, perdent leurs entreprises. Et on le sait là, maintenant, là, c'est des décisions qui sont arbitraires, des décisions qui sont politiques, souvent même qui sont pas des recommandations de la santé publique. Et le minimum, je pense, que la classe politique pourrait faire, c'est de démontrer un geste de solidarité pour dire, écoutez, oui, on a pris des décisions difficiles, mais au moins, on va aussi donner l'exemple. C'est symbolique, mais on va aussi comprendre la misère dans laquelle on vous plonge, puis on va couper notre salaire de 50%. Donc, je demande au premier ministre, aux députés et aux ministres de couper leur salaire de 50% par solidarité pour l'ensemble des Québécois qui sont en train de tout perdre suite aux décisions qui sont prises, suite au confinement qui nous est imposé. Je sais bien que ces gens-là, dans plusieurs des cas, là, ça les empêchera pas de dormir, mais il y a beaucoup de gens au Québec qui ces jours-ci dorment pas parce qu'ils se demandent comment ils vont faire pour payer le loyer à la fin du mois ou l'épicerie à la fin de la semaine. Et je pense qu'on a un devoir de solidarité. Ces gens-là sont des cibles, sont des sacrifiés des efforts collectifs. Le minimum qu'on pourrait faire, je pense, c'est que nos élus montrent l'exemple. C'est sûr, Sophie, tu vas me dire, Éric, ils vont juste économiser quelques millions de dollars alors qu'on est en train de s'endetter de dizaines, de centaines de milliards de dollars présentement. C'est une goutte dans l'océan et tu as raison, mais des fois, le symbole, c'est important. Moi, j'ai peur que le lien de confiance présentement entre la classe politique puis ces gens-là qui sont les victimes ou les sacrifiés de la COVID, il y a comme une rupture qui est en train de se faire. Et je pense que si on veut faire un geste de solidarité, ben l'exemple viendrait d'en haut. Oui. Alors, ce lien de confiance, je suis contente que tu en parles parce que je pense que même des gens qui n'étaient peut-être pas dans ta ligne de pensée, c'est-à-dire que toi, tu parles de l'extrémisme sanitaire, des gens qui étaient pas d'accord avec toi là-dessus, ont peut-être changé d'avis jeudi dernier parce que Dr Horacio Arruda comparaissait devant les parlementaires et Pascal Bérubé l'a talonné jusqu'à temps qu'il admette que, en fait, de façon très candide et très spontanée, qu'il admette que, par exemple, la décision de fermer les restaurants, les musées, ça n'était pas basé sur une recommandation de la santé publique et qu'au contraire, la santé publique recommandait qu'on puisse ouvrir les restaurants pour que les bulles familiales puissent y aller. Je pense que cette journée-là, il y a en effet un lien de confiance qui a été établi, qui a été rompu, pardon. Toi, est-ce que tu as été surpris quand tu as entendu Dr Arruda faire cette déclaration? Ben oui et non, dans le sens où je pensais, parce que François Legault nous avait quand même dit, rappelle-toi, là, Sophie, que toutes les décisions qui avaient été prises étaient conformes aux recommandations de la santé publique. Il nous a dit ça, là, textuellement. Et là, on apprend que c'était faux, qu'il avait menti et que le docteur Arruda a candidement avoué qu'il n'avait jamais recommandé la fermeture des restaurants. Fait que ça m'a beaucoup surpris, mais d'un autre côté, que la santé publique recommande pas de fermer les restaurants, c'est pas non plus surprenant quand on regarde les statistiques. On sait qu'en Alberta, en Ontario, par exemple, ils ont sorti les statistiques sur les lieux de contamination, là, les éclosions. Il y a eu combien de gens qui sont allés au restaurant ou dans un gym ou dans un théâtre qui ont été contaminés à la COVID-19 et les statistiques là-bas, c'était moins de 1% dans les deux provinces.
Donc, on cible des gens qui vont tout perdre, alors que ces gens-là, dans l'écrasante majorité des cas, Sophie, là, ils ont mis des mesures exemplaires en place où les gens se lavent les mains, où les gens portent le masque, où ils ont mis des plexiglas. Ils ont déboursé de l'argent. Puis, non seulement ils ont déboursé de l'argent, mais en plus, on les empêche d'avoir des revenus. Donc, c'est sûr que ces gens-là sont frustrés. Puis, on parle souvent des inégalités sociales dans notre société, puis la gauche aime beaucoup ça, parler des inégalités sociales. Puis c'est vrai qu'il y a des gens qui économiquement sont beaucoup moins favorisés que d'autres. Mais je veux te parler aujourd'hui de l'inégalité des sacrifices qui sont demandés pendant la pandémie. Il y a des gens là qui s'enrichissent présentement, puis je dis pas ça, là, ils n'ont pas fait exprès, c'est pas de leur faute, là. Mais quelqu'un qui travaille au gouvernement, qui fait du télétravail, qui a plus besoin de prendre sa voiture pour aller au bureau, qui va plus au restaurant évidemment, qui va plus, il y a un paquet d'activités qui vont plus voir les amis, qui vont plus au théâtre, qui vont plus au cinéma, qui vont plus au gym. Ils ont beaucoup moins de dépenses et ils s'enrichissent présentement. Puis il y a de l'autre côté, il y a des gens qui sont en train de tout perdre. Donc, le gouvernement a une responsabilité pour que les gens qui ont été sacrifiés le soient le moins possible, puis il y a une responsabilité de démontrer que quand il prend ces décisions-là, ça a un impact sur lui aussi. Puis l'autre affaire que ça enverrait comme message, c'est de dire on a intérêt, nous autres aussi, à ce que la crise dure moins longtemps, parce que nous autres aussi, on a hâte de notre je comprends. salaire. Mais en même temps, Éric, t'es pas en train de nous dire que tu penses que le gouvernement se frotte les mains en se disant, hey, on adore ça que la crise continue. Puis je pense pas que François Legault se lève le matin. Non, je comprends. Mais je pense pas qu'il y a qui que ce soit au gouvernement qui est content de voir le bilan pitoyable du Québec. On est rendu à plus de 7000 morts. Et quand on voit le rapport d'étape, en tout cas, qui est même pas le rapport final de la protectrice du citoyen, qui parle des conditions pitoyables, de l'indignité dans laquelle sont morts les personnes âgées dans les CHSLD. Je pense pas qu'il y a personne au gouvernement qui est heureux de ça. Mais je veux revenir à ta lettre où tu proposes donc que les élus coupent leur salaire de 50%. Bon, tu sais, en toi puis moi et la boîte à bois, tu sais très bien que ça arrivera jamais. Mais si ça devait se faire, cet argent-là, tu voudrais qu'ils le prennent et qu'ils l'envoient quoi, à des banques alimentaires, ou qu'il l'envoie à un fonds de prévoyance pour les restaurateurs? Ce serait quoi ton plan, même si on sait que ça arrivera jamais? Ben d'abord, quand dire que ça arrivera jamais, là, permets-moi de pas être d'accord, là. En Grèce, c'est arrivé, OK? En Grèce, la présidente de la Grèce, Katerina Sakaloropoulos, j'espère que je l'ai bien prononcé, le maire de Athènes, le gouverneur de la Banque de Grèce, ont tous renoncé à 50% de leur salaire pendant la crise. Il y a même, puis ça, c'est madame je vais dire juste Madame Katerina, elle a été recommandée par la droite, là, c'est une femme qui était recommandée par le parti au pouvoir, et même l'opposition qui était à gauche, là, assez à gauche, merci, on dit que non seulement qu'ils étaient d'accord, mais ils trouvaient que c'était pas assez, puis il fallait même étendre ça aux employés de l'État. Donc, il y avait une espèce de consensus de la classe politique en Grèce. Je vais te lire une autre nouvelle de TVA Nouvelles là, qui est sortie il y a quelques mois pendant la crise. Cette fois-ci, c'est du côté de l'Équateur. Le président équatorien Lénin Moreno a divisé par 2 son salaire ainsi que celui de tous les membres du gouvernement en raison de la crise provoquée par l'épidémie. Ben, c'est pourquoi que ces choses-là peuvent se passer ailleurs, mais pas ici. Quand tu dis que c'est impossible que ça arrive au Québec, moi, je suis pas d'accord. Si la Grèce est capable de le faire, si l'Équateur est capable de le faire, s'il y a un paquet d'autres pays dans travers le monde puis de législation, pourquoi au Québec, on serait pas capable? On a quand même un des pires bilans. Hein. Faut se rappeler de ça aussi, Sophie. Là, tu viens de le mentionner. Ah, ben, tout à fait. Donc, je pense que, puis on a un des pires confinements du continent. En fait, on a le pire, là. Mais donc, il faut... en fait, Dr Arruda pourrait spontanément dire, ben écoutez, j'ai fait tellement de flip-flop depuis le début de la crise que lui tout seul, on sait qu'il fait à peu près 300 000 $ par année, il pourrait en effet proposer une réduction de son salaire. Écoute, qu'on soit d'accord ou pas avec ta position, il reste que tu pointes du doigt un certain nombre de contradictions et de messages vraiment. Le gouvernement est dur à suivre. Je pense juste à ce qu'ils nous ont annoncé hier pour le temps des fêtes. Écoute, je sais pas si tu as vu ça, c'est Patrice Roy à Radio-Canada, il y a un reporter qui lui explique c'est quoi les règles, et Patrice Roy a les deux têtes, a la tête entre les deux mains, parce que c'est tellement ridicule. On va pouvoir avoir le droit de se réunir dans notre cour, si on a une cour, mais il va falloir qu'on soit en mouvement, parce que on n'a pas le droit de se réunir de façon statique.
autour d'un feu, il faut qu'on se réunisse pour faire du sport. Tu sais, je veux dire, c'est comme, on a l'impression que c'est un sketch de RBO des fois, les annonces du gouvernement. Ce matin, je sais pas si tu l'as vu, mais le ministre de la Santé Dubé a précisé là, que les gens qui ont des enfants puis qui ont la garde partagée, s'ils ont quand même des bonnes fréquentations et relations, ils peuvent être considérés comme une... Je sais pas ce qui se passe, là. J'appuie sur quelque chose. Excuse-moi, Sophie. Non, ça va. J'ai vu que Dubé, le ministre de la Santé, a dit que les gens, donc, ces couples-là avaient le droit de se réunir. Fait que là, c'est devenu une bulle familiale. Tes ex sont partis maintenant de ta bulle. Tu sais, à tous les jours, il y a des décisions. Tantôt, j'étais à la quincaillerie ce matin. Il a fallu que j'aille m'acheter des choses. Je parlais au gars, je disais, hey, c'est une bonne nouvelle, vous allez rester ouvert. Ben, là, on attend les directives, on ne sait plus. Là, les éléments de décoration, c'est pas considéré essentiel. Genre, il dit, va te soir qu'on mette. Puis là, il dit, nous autres, c'est compliqué parce que c'est pas divisé par section essentielle, pas essentielle. Il dit, on ne sait pas comment on va aménager notre quincaillerie. Mais c'est ça, il va falloir mettre des draps. Moi, je trouve ça assez particulier parce qu'ils l'ont essayé en France. Ils ont dit que, évidemment, on avait le droit de vendre que des trucs essentiels et par exemple dans certains grands magasins, il y avait la section des livres était fermée et t'avais la section des shampoings qui était, tu sais, c'était comme qui va décider et le casse-tête que ça va être aussi pour les grandes surfaces de dire les cherry blossoms, c'est de la nourriture ou c'est un luxe? C'est un luxe, c'est pas essentiel. Par contre, la pinte de lait, évidemment, elle est essentielle, mais je veux dire, si tu veux te faire des gaufres le matin, tu peux pas acheter de gaufrière. Par contre, tu peux acheter des œufs puis tu peux acheter de la farine. Mais tu sais, je veux dire, c'est qui décide ce qui est essentiel, puis à un moment donné... La décoration dans une quincaillerie, c'est-tu considéré comme des matériaux de construction ou si c'est pas essentiel? Les livres, t'as raison, les livres, le premier ministre nous a dit là, qu'il fallait faire des siestes puis lire des livres pendant le temps des fêtes. Mais là, comment on peut les acheter, les livres? On n'a pas le droit. Il y a beaucoup. Puis hier, encore une fois, quand tu annonces des mesures comme ça, moi je pense que ça a été le même problème, rappelle-toi, au printemps. C'est que on sait toujours, ils donnent des directives, mais ils nous donnent pas le détail. Et là, tout le monde ce matin se gratte la tête en disant qu'est-ce qu'on fait, comment on va faire. Puis tu sais, c'est beau de dire on va mettre des draps ou du duct tape là, autour des sections où les gens n'ont pas le droit d'aller, mais il y a des commerces, Sophie, où tu as un produit, un à côté de l'autre, puis l'un qui est essentiel, puis l'autre l'est pas. Ça veut dire faut que tu vides tes tablettes à moitié, faut carrément tu fermes ton commerce parce que ça va être trop compliqué juste pour 2 semaines de faire ça. Encore faut-il savoir si ça va durer juste 2 semaines, là, mais ce matin, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui ont aucune espèce d'idée comment ils vont gérer ça dans le réel. Là. C'est beau en théorie dans un bureau de fonctionnaire à Québec, là, mais sur le plancher des vaches, quand tu arrives dans le magasin, c'est pas mal plus compliqué. Là. Oui. Écoute, je vais attirer ton attention et peut-être que tu l'as vu, peut-être tu l'as pas vu, mais ça a peut-être pas échappé à ton œil de lynx. C'est Thomas Gerbet de Radio-Canada qui a fait un texte que j'encourage vraiment tout le monde à aller lire. Ça s'intitule « Panique à Québec dans les coulisses de la course au masque ». Richard Martineau aussi en parle dans sa chronique de ce matin. Et il dit, en fait, Thomas Gerbet a eu accès à 2000 documents, échanges de courriels, et c'est absolument dévastateur pour Dr Horacio Arruda. On se rend compte à quel point le Québec s'est traîné les pieds dans la commande de masques. On s'est retrouvé à payer des masques 7 fois plus cher parce qu'on a trop attendu. Et surtout, écoute, alors que l'OMS déclare l'état d'urgence, ça prend des semaines avant que dans les réunions aux plus hautes instances du ministère de la Santé, Dr Arruda parle de la pandémie. Ben non, il parlait pas de la pandémie. Il y avait des réunions du ministère de la Santé. La pandémie n'était pas au cœur de leur discussion. Ça a dû être collé au plafond quand tu as vu ce reportage-là. C'est hallucinant quand j'ai lu ça. C'est quand tu dis des semaines, c'est des mois en fait. Hein, les 2 premiers mois, il s'est rien passé. Et là, tu lis ça, puis tu te dis, quelques semaines plus tard, ils ont renommé Horacio Arruda, grassement payé pour 3 ans. Là, tu te dis, qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'il fasse pour qu'on considère que c'est un mauvais gestionnaire, il faudrait peut-être en prendre un autre. Tu lis ça, puis là, tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé là? Puis comment ça se fait que c'est un journaliste qui sort ça, que c'est pas le gouvernement qui fait la lumière sur ce genre d'affaires-là? C'est ça le problème. Qui va faire le bilan de tout ce désastre? Tantôt, tu as parlé de ce qui s'est passé dans les CHSLD. Là. Le gouvernement nous avait ouvert la porte à une commission d'enquête. Là, il l'a refermée. Mais comment on va faire pour faire un bilan
de cette intervention-là pour analyser, pour pas recommettre les mêmes erreurs si jamais il y a une autre pandémie du même type qui se produit. C'est pas le goût du gouvernement que ça va venir de toute évidence. Ils n'ont pas l'air d'être pressés de faire un bilan là-dessus, mais juste l'article là, de Radio-Canada, juste ça justifierait une enquête. Absolument. Et écoute, j'attire l'attention des gens parce que c'est une histoire qui avait été sortie par le bureau d'enquête du Journal de Montréal, que au cœur de la crise, Dr Arruda non seulement n'est pas au Québec, il est au Maroc, il participe à un congrès et il fait des blagues sur la pandémie. On est le 28 février, là. Le 27 février, le premier cas de COVID est déclaré au Québec. Il fait des blagues en disant « Ouais, c'est un enjeu important, le coronavirus, mais ça prend beaucoup de place dans les médias. Il y a plusieurs enjeux de santé publique, à mon avis, qui ne sont pas mis à la place. » Merci beaucoup, docteur Arruda. Écoute, bonne chance avec ta lettre, ta pétition pour demander au gouvernement et aux députés de couper leur salaire de 50%. Écoute, si la Grèce et l'Équateur l'ont fait, pourquoi pas au Québec? Éric Duhem, merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Merci, Sophie. Ceux qui veulent la signer, vous pouvez aller sur ma page Facebook, là, est assez en évidence, vous allez pouvoir trouver ça rapidement. Parfait. Je rappelle qu'Éric Duhem est candidat à la chefferie du Parti conservateur du Québec. Et c'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup d'avoir choisi Cube Radio. On va se retrouver demain, jeudi. Et puis aussi, je vous rappelle que tous les segments de l'émission sont toujours disponibles sur le site. Vous allez dans la section radio. Et je voudrais remercier Sébastien Laperrière à la mise en onde, puis Hugo Veilleux à la recherche. Et vous remerciez, vous, les auditeurs, les auditrices. Merci beaucoup, puis à demain.